Peinture, dessin, sculpture, gravure, le milieu de l'art est en pleine effervescence en ce moment en Côte d'Ivoire. On assiste de plus en plus à la création de fondations et de galeries d'art, mais surtout à la montée en puissance de ces jeunes passionnés d'art et qui en font fièrement la promotion. Mais est-ce que l'art peut réellement se développer en Afrique? Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans Les Femmes d'ici, on parle de l'art et des difficultés liées à ce secteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris cocos. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Bonjour. Aujourd'hui, on s'est prêté le mot. Hein, je pense. Exactement. Ouais, on est habillés un peu pareil. On est alignés, j'ai envie de dire. C'est vrai, il y a une sorte de petite ombrée de couleurs. Là, il y a de l'art dans l'air. Camailleux, on appelle ça un camailleux, voilà, en décoration. Camailleux, exactement. Regarde les mots. Alors effectivement, les filles, on parle d'art local, d'art africain. Et alors, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori sur ce domaine, hein. Aussi sur les artistes en général. On dit souvent qu'on est artiste qui meurt de faim parce qu'on ne peut pas gagner d'argent dans ce domaine. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on peut se nourrir de ce métier? Alors, personnellement, je ne suis pas très art, comme je dis, mais je vois un peu les personnes qui se battent, je vois les peintres dans les... Enfin, il y a d'autres qui se démarquent, mais il y a d'autres aussi qui sont dans les rues à Cocody et tout, qui vendent un peu leurs tableaux. Donc, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas encore rencontré d'artiste ivoirien, je vais dire, qui est très... qui vit pleinement de son art et qui s'assume, quoi. J'en vois à l'extérieur, mais en Côte d'Ivoire... C'est vrai il y en a pourtant, mais bon, vas-y. Ouais, c'est vrai que tu parles d'art, mais l'art, tu dis que tu n'es pas très art, mais tu fais partie de l'art parce que tu es dans un domaine qui est le 7e art. Sûr, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus recadré sur l'art plastique de manière générale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux, ivoiriens, qui malheureusement peinent à décoller. Il y en a qui sont connus, on va en parler tout à l'heure, mais c'est encore mitigé. Et, ce serait bien que ça change, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt prometteur. C'est vrai que si on compare à il y a 10 ans en arrière, c'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, ça commence à se démocratiser. Puis oui, comme tu dis, on va en parler. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, pour ce secteur. Ouais, et puis tu as quand même quelques noms, effectivement, peut-être qui ont fait leurs armes à l'extérieur, qui ont appris dans des écoles des beaux-arts, comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on a Ouattara Watts, son nom, dont les œuvres sont exposées au MoMA, c'est pas rien, à New York. Donc ça commence à venir, donc voilà, une fierté pour la Côte d'Ivoire et puis pour le continent africain. Et d'ailleurs, justement, comme d'habitude, on vous a posé la question, on l'a portée sur la place publique. Pensez-vous que l'on peut se nourrir, que l'art peut nourrir son âme? On écoute vos réponses. À mon humble avis, en Afrique, je vais être précis, ce n'est pas facile pour un artiste d'évoluer en Afrique. Moi, je pense qu'ici, l'art nourrit son homme. Parce que quand on prend le cadre du tableau, par exemple, dans le domaine du tableau, quand tu vois un tableau et que le tableau, c'est peint, oui, c'est vrai, c'est peint. Mais quand tu ne comprends pas le tableau, tu n'arrives pas à le payer. Mais une fois que tu arrives à rentrer en contact avec le tableau et que le tableau vous parle, là, vous pouvez le payer. Moi, je pense que l'art nourrit son homme. Hein. Oui, l'art nourrit son homme en Côte d'Ivoire. Mais seulement qu'ils sont beaucoup piratés, c'est tout. Ils sont beaucoup piratés. Ce qui fait que dans les problèmes, c'est un des problèmes. Pour moi, l'art nourrit son homme parce que quelqu'un qui fait un art, il peut dire qu'il travaille et il peut se retrouver financièrement. Et si se retrouve financièrement, c'est possible pour lui de vivre une vie tranquille, une vie paisible. En fait, c'est très drôle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi là-bas. Ils connaissent pas beaucoup. Ils connaissent pas beaucoup. La femme m'a dit, quand tu vois c'est peint, tu sais que c'est peint. Mais... Non, parce qu'elle n'a pas tort, parce que je veux dire, je pense que j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Il faut une connexion avec le tableau. Il faut vraiment aimer ce que tu vois. Un coup de cœur. Et c'est très subjectif tout ça. Et c'est très subjectif. C'est subjectif, c'est Exactement. D'accord, les connaisseuses. On va en parler avec nos invités du jour. On aura aujourd'hui Orphelie, des connaisseuses, des professionnels de l'art. Orphelie Talma, c'est les promotrices d'art. Marie-Eliam, blogueuse et passionnée d'art. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous allez
allez bien? Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous n'êtes pas des artistes peintres, vous êtes des passionnés d'art et une blogueuse. Alors pourquoi, d'où vient cette passion pour l'art? Alors, ça vient de l'éducation, de l'environnement. C'est comme ça qu'on est emmené à aimer les choses naturellement. Voilà, tout simplement. On est au contact de parents qui vous font beaucoup lire, qui vous font voir de belles choses, et puis on s'y intéresse. Et vous, Marie? De mon côté, ça vient d'un déclic, d'une visite, et tout démarre. Et voilà, finalement, on se retrouve passionné sans même s'en rendre compte. Et on se rend compte aussi, comme Ophélie le disait, que ce qu'on ressentait depuis l'enfance par rapport au dessin, c'était peut-être ça la passion. Et voilà. Et quand vous dites visite d'un musée? Oui, Visite d'une galerie? d'une fondation, Une pour fondation. moi, la première fois. D'accord. Alors écoutez, avant de continuer à en parler dans le détail de l'art local et de l'art ivoirien, justement, on va regarder un petit reportage sur la scène artistique ivoirienne. D'accord. L'art ivoirien est en pleine effervescence. Si la qualité du travail des artistes locaux est l'une des raisons de cet essor, la création de nombreuses galeries d'art de renommée internationale dans la capitale économique ivoirienne est l'un des indicateurs de la bonne passe que traverse l'art en Côte d'Ivoire. Certains noms de galeries reviennent très souvent quand il est question de faire la promotion de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Les galeries Cécile Fakhouri ou Camille Guizagne, la Fondation d'Envahi et bien d'autres se sont fixés l'objectif de faire de l'art ivoirien une référence en Afrique. La participation de la toute jeune galerie nomade Véronique Riffel à la foire parisienne Art Paris, un rendez-vous culturel majeur des amateurs d'art, est l'une des grandes satisfactions de ces dernières années. Ghislain, marchand d'art depuis maintenant 5 ans, sert d'intermédiaire entre les artistes et d'autres acteurs du marché de l'art, tels que les maisons de vente aux enchères. On essaie de démarcher nous-mêmes des collectionneurs, on essaie d'organiser des expositions. Dieu merci, on a le Sofitel, certains grands hôtels qui nous offrent des espaces pour exposer la créativité des jeunes talents qu'on a. Ça, c'est déjà intéressant. Mais il faut qu'il y ait plus d'initiatives dans ce sens et il faut que l'État aussi nous aide à valoriser le talent des jeunes créateurs. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui n'ont pas de moyens d'expression. Les grosses galeries sont tournées sur le marché international. Donc c'est vraiment ciblé. C'est des personnes qui font des choses pas forcément pour le marché local. Nous travaillons plus pour le marché local que pour le plan international. C'est vrai qu'il nous arrive de temps en temps de faire des expositions à l'international. On est même allé en Tunisie représenter la Côte d'Ivoire avec une crème d'artistes. Mais on est plus focalisé sur le marché local. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait des structures qui accompagnent, qui financent l'art, qui accompagnent pour que les artistes puissent être épanouis. En mars, le premier musée d'art contemporain du pays s'est ouvert dans la commune populaire d'Abobo, au nord d'Abidjan. Il est financé et construit par Adama Tungara, un responsable public qui est aussi l'un des plus grands collectionneurs privés du pays. Le marché de l'art en Côte d'Ivoire est en pleine croissance. Cependant, son dynamisme reste à confirmer sur la durée. Pour accroître sa notoriété, l'organisation d'événements internationaux à Abidjan reste l'un des principaux défis pour les acteurs de l'art ivoirien. Et si ce secteur a le vent en poupe, les petits commerces d'art par contre ont du mal à tirer profit de cette période faste. Au marché d'art de Treichville, Kindo Mouhamadou est marchand de meubles et d'objets anciens. Il achète et revend des masques traditionnels et autres articles venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et aussi d'Afrique. L'art, en quelque sorte, se porte très mal parce que c'est méconnu. Il y a des gens, quand ils voient ça, ils prennent ça pour fétiche. Oh, c'est la culture africaine. Alors, il faut aller vers ça pour comprendre et ne pas rester à côté pour dire non, que c'est fétiche. Non, il faut t'approcher pour celui qui exerce ce métier-là, pour lui demander comment ça là, ça y est, avant de juger. Mais il ne faut pas juger aveuglément pour dire non, que c'est fétiche, non. En 2019, un réseau social consacré à la promotion de l'art et des artistes africains, Africart, a été lancé en Côte d'Ivoire. Ce réseau spécialisé, le premier du genre, sera accessible en ligne ou via une application mobile. Cette application permettra aux artistes du continent de poster leurs travaux dans 10 rubriques – cinéma, comédie, danse, enfants, mode, musique, peinture, photographie et sculpture.
Bon, voilà, alors on l'a vu, c'est vrai, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. On a de plus en plus de galeries et même des musées en Côte d'Ivoire. Vous êtes plutôt optimiste sur la marche des choses, Marie? Moi, je suis très, très optimiste. Quand je vois la situation aujourd'hui par rapport à quand je commençais dans le blogging, franchement, les choses bougent et les choses avancent. Donc, je reste persuadée que ça ne saurait qu'aller crescendo. Alors Marie, permets-moi de te tutoyer, permettez-moi de la tutoyer parce que vous savez, c'est ma cousine. D'ailleurs. Marie, aujourd'hui, donc tu as ton blog. Oui. À ton avis, qu'est-ce qui distingue les talents locaux ivoiriens des talents internationaux, mis à part bien sûr la notoriété? Je parle en termes d'art, en fait. En termes de... Ce qui les distingue, enfin, moi je pense qu'il y a aussi le facteur chance. Je veux commencer par ça. Pour dire que en soi, il y a la demande du marché international. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'art contemporain africain. Il y a une certaine mouvance. Et je veux dire, on le ressent en fait à travers les œuvres de ces artistes. Par contre, pour ceux qui sortent des écoles, je veux dire, il y a encore, voilà, ça tâtonne un peu. Donc, il y a une différence. Mais il y a aussi beaucoup le facteur chance qui joue, selon moi. Alors, je pense que tous les artistes se distinguent. Ce n'est pas une question de localité, de pays. Chaque pays, chaque contrée a ses spécificités. Donc, vous avez le vohou en Côte d'Ivoire, qui est très spécifique de notre pays, où on utilise différents éléments qu'on colle, qu'on mélange, des éléments de notre environnement local. Donc déjà, on a ce type d'art-là qui est spécifique à nous. Mais vous allez voir un artiste qui va faire quelque chose qui peut faire écho à un travail qui se fait quelque part en Occident. Donc chaque artiste se distingue selon son histoire, son expérience, son environnement, ses influences. Voilà. D'accord. Alors pourquoi, pour vous, c'est très important d'avoir des acteurs comme vous, finalement, des blogueuses, des promotrices, des promoteurs et des galeries, afin de dynamiser davantage ce secteur, c'est important? C'est super important, en effet. Tous les domaines, ce n'est pas seulement propre à l'art. On a besoin de ceux qui font, donc qui créent, et puis on a besoin de ceux qui relaient, qui médiatisent. Donc c'est important d'avoir une diversité de plateformes qui fait ce travail-là. Je pense même qu'il n'y en a pas assez pour la richesse de notre contenu en termes d'art, mais c'est déjà bien ce que je vois actuellement. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour promouvoir cet art? Quelles sont les plateformes que vous avez? D'accord. C'est que vous avez un blog. Pour promouvoir l'art, moi, j'ai mon blog. Oui. Ça a commencé comme ça. Et puis, après, il y avait une certaine frustration par rapport à rester là, écrire et ne pas pouvoir agir. Donc, j'ai décidé d'initier un événement, l'exposition à l'aveugle, qui consiste à faire découvrir un artiste qui n'avait jamais eu d'exposition solo auparavant et à ramener un maximum de jeunes dans les galeries d'art. Donc, c'est ma manière à moi de faire la promotion par l'organisation d'événements et tout ça. À mon niveau, il y a Culture Riche, qui est un site qui diffuse des critiques, des comptes rendus d'expositions d'art, qui fait des interviews, des reportages pour mettre en avant le dynamisme de notre secteur en Côte d'Ivoire. Et comme Marie-Eliam l'a signifié, effectivement, il faut créer des événements transitionnels parce qu'on a de grandes galeries ici qui ne peuvent pas exposer tout le monde parce qu'il y a énormément d'artistes. Du coup, des événements comme celui qu'elle organise permettent à des jeunes qui viennent de commencer ou même souvent des personnes d'un certain âge qui se sont découvert ce talent-là, d'avoir une plateforme pour se faire découvrir auprès de grandes galeries. Donc c'est le travail qu'on fait. On travaille certes sur Internet, mais on essaie de créer, de faire des vidéos, d'écrire des articles, de faire des reportages photos, le maximum de contenu audiovisuel qui puisse vendre nos artistes. Mais du coup, là, on parle beaucoup des artistes, mais on ne parle pas du client final, entre guillemets, je ne sais pas comment, enfin, des amateurs. C'est-à-dire qu'il faudrait... j'ai l'impression que l'art n'est pas quand même apprécié à sa juste valeur, elle n'est pas assez mise en avant. Du coup, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour peut-être sensibiliser la nouvelle génération afin que ça devienne vraiment quelque chose de normal et puis de banal, vulgariser en fait l'art pour qu'on soit les premiers consommateurs et pas attendre que l'international valide pour que nous on valide. C'est se rendre accessible, tout simplement. C'est vraiment se rendre accessible. Vous savez, quand moi je débutais, j'ai commencé avec un blog comme Marie-Eliam et je ne savais même pas que j'avais le droit, la possibilité d'entrer dans une galerie librement.
Je ne pensais pas que j'étais légitime. Et je ne suis pas la seule. On était nombreux à le penser. Parce que c'est tellement épuré, tellement beau, le beau monde que vous voyez là, et vous dites, il faut avoir une invitation particulière pour pouvoir y avoir accès. Alors qu'en réalité, non. C'est libre. Donc, il faut le dire aux gens. Il faut leur en parler. Et c'est ce que nous, on a fait. On a commencé à dire à nos amis, tiens, nous, on est partis là, vous pouvez y aller librement. Allez regarder. Même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez regarder déjà, apprécier, étudier votre regard, étudier votre goût pour que quand vous aurez les moyens, vous ayez envie d'acheter. Il faut savoir que les prix, ça part du plus bas au plus haut. Donc, vous avez la possibilité de commencer petit, de vous éduquer à l'achat. Et puis, plus tard, quand vous aurez plus d'argent, d'acheter plus. Voilà. Alors justement, il y a aussi, au-delà du fait qu'on pense que c'est un peu élitiste, l'art, ça appartient, c'est un peu exclusif, l'apanage de certaines personnes qui ont les moyens, il y a aussi une question culturelle. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'en Afrique, on n'a pas encore vraiment intégré l'idée d'aller dans les musées ou de les fréquenter assez fréquemment. C'est-à-dire qu'en Occident, c'est vrai que la sortie du week-end, ça peut être aller au musée. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi, comme disait Hinda, de sensibilisation et de démocratisation de la chose? Surtout de communication. Oui, justement, il y a toute l'éducation à refaire au niveau artistique parce que c'est pas une évidence pour les gens de se rendre dans les espaces artistiques et culturels. Et souvent, même quand tu dis que tu vas dans une galerie, bon, on sait pas trop de quoi tu parles et tout. Donc, pour ça, on est justement sur les réseaux sociaux. Moi, dernièrement, j'ai lancé le hashtag #ArtLoverFromCI pour partager mon contenu, notamment sur Instagram où je suis plus active, de dire aux gens de prendre de belles photos dans les galeries d'art et de donner aux gens envie d'y aller. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre société marche beaucoup sur le buzz, on va dire. Donc l'idée est vraiment de créer une sorte d'ambiance autour des galeries qui les rendent fun, accessibles et qu'on se dise il faut que j'y aille, franchement. Oui. Il y a aussi cette connotation péjorative aussi de l'art, on va dire, ivoirien. Je le regardais dans le reportage tout à l'heure, j'étais du même avis que cette personne qui disait que, par exemple, un masque, quand tu veux acheter un masque, ça renvoie en fait à un fétiche. Donc, comment faire la différence entre de l'art, qui est de l'art vraiment où on dessine un masque, et un fétiche, parce qu'en réalité, ils se ressemblent tous, quoi. Personnellement, je trouve qu'il y a déjà vu un fétiche ici. D'abord, en réalité, moi, je veux bien savoir. Je n'ai pas dit que j'ai déjà vu un fétiche. C'est toujours de l'art et de l'artisanat. Ça reste quand même... Mais quand on parle de fétiche, je comprends ce qu'il veut dire. On pense la représentation d'un fétiche. Il faut savoir qu'en art, il y a les arts premiers. Donc, ces sculptures-là, ces masques que vous voyez qui rappellent effectivement une déesse ou un fétiche. Et tous les fétiches ne sont pas péjoratifs. Il y a des déesses de la fertilité, par exemple, que vous pouvez trouver au musée des arts du costume à Grand-Bassam, et même au musée contemporain, il y a plein de fétiches comme ça qui peuvent être positifs. Maintenant, je comprends que les gens ont leur religion et leurs croyances, et que ils peuvent être frileux. Ils ont le choix. Ils ont le choix, par exemple, vous avez le masque Zaouli, qui n'est pas un fétiche, c'est un masque de réjouissance, c'est un masque profane. Donc c'est le vendeur qui va vous guider, vous lui dites ce que vous voulez, il y a du choix. Mais je pense que c'est aussi vraiment quelque chose, c'est une méconnaissance de nos propres cultures. Et je prends mon cas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ne connaissent pas forcément l'art. Comment emmener une personne lambda? Parce que moi, je regarde, je trouve que c'est joli, ok, j'achète, mais à part ça, aller chercher, comprendre qu'est-ce que l'artiste voulait dire, pourquoi celui-là, je vais choisir ce tableau appartenant à celui-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens, aux total profanes comme nous? C'est-à-dire pour nous pousser un peu à aimer l'art, quoi. Bon, déjà, l'art parle à la sensibilité et à l'émotion. Ce qui pose problème, c'est que quand vous êtes passionné et que vous dites aux gens « Ok, allons dans une galerie et tu verras, c'est bien et tout », ils se disent que quand ils iront, ils auront le même ressenti que vous dès qu'ils vont entrer. Et finalement, il y a une certaine désillusion. Ils se disent « Ah, mais c'est des tableaux. » Voilà, c'est ça, exactement. Et le souci, c'est aussi de vraiment être prêt à s'ouvrir. Être prêt à laisser parler ses émotions, ne pas se dire « bon, je suis face à un tableau, je suis en train de regarder un tableau », mais de se dire « ok, je vais me donner le temps d'apprécier, je vais me donner le temps de contempler ». Et finalement, il y a une conversation qui va se créer entre vous et l'œuvre d'art. Et c'est cette, comment on appelle ça,
conversation répétitive qui va faire naître en vous la passion et l'envie de continuer. Et puis, il faut dire que tout autour de nous, il y a de l'art. Déjà, avant même de demander à quelqu'un de se déplacer pour aller dans une galerie, vous pouvez lui dire de regarder dans la rue. Même le plateau est très artistique. Moi, je regarde le décor. Il y a de l'art partout. Donc, tout de suite, dans une conversation, vous pouvez dire tiens, regarde ça, c'est pas mal, ça me rappelle telle chose. C'est comme ça qu'on éduque aussi son entourage, qu'on le sensibilise à une sensibilité pour l'art. Ouais. Voilà. Et puis dès la jeune enfance. Hein, moi, oui, je exactement. sais que dans des écoles, moi, les écoles de mes enfants, par exemple, l'école de mes enfants, ils aident les enfants à apprendre l'art plastique dès la jeunesse. Donc, c'est important que dès le plus bas âge, tout le monde a fait ça. On a fait un peu tout ça. Mais après, c'est un peu comme une corvée, comme un devoir, ça ne vient pas naturellement. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent aimer dès la tendre enfance. C'est ce qui fait d'ailleurs les artistes d'aujourd'hui, comme d'autres qui peuvent aller vers d'autres... Alors, il faut être honnête, tout le monde ne peut pas forcément aussi être passionné par la chose. Voilà, tout le monde ne peut pas être passionné. L'école aussi a ce devoir-là d'éduquer, d'apprendre à nos enfants à apprécier, d'une part, à connaître notre histoire, à se la réapproprier, parce que finalement, on est très inculte sur ça, et puis on reste quand même sur un discours post-colonial. Et avant même de voir si la personne a la fibre artistique ou... Bien sûr. Vous ne partez pas, mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici. On parle art, promotion de l'art local, mais aussi des challenges du secteur artistique sur le continent africain, mais en Côte d'Ivoire en particulier. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, Orphélie et Marie, donc toutes les deux promotrices d'art, chacune à sa manière, le blog et à travers des événements divers. Alors, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est, on a parlé tout à l'heure de sensibilité quand on commence son expérience ou son rapport avec l'art, il y a une sensibilité qui se crée. Par contre, moi, une question qui m'a toujours taraudée, c'était, il y a des experts, n'est-ce pas, des personnes qui conseillent des collectionneurs. Et un côté un peu arbitraire, à mon sens, de ces experts, de ces critiques qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça vaut tant, ça vaut pas tant. Et en fait, à partir du moment où on explose et que des critiques de renom, et là je parle plus du contexte international, vous adoubent, eh bien, vous devenez une personne qui peut vendre à des millions et sinon, on vend à rien du tout. Moi, cette idée m'a toujours un petit peu embêtée. Est-ce que vous pouvez réagir un petit peu là-dessus ? Non, c'est normal que ça vous embête, mais c'est comme ça, c'est spéculatif. Je pense que l'art n'est pas le seul domaine qui soit spéculatif, puisqu'il est basé sur la sensibilité. Donc, on est vraiment dans de l'aléatoire. Mais il faut préciser que pour définir la cote, parce qu'il est question de cote d'un artiste, il n'y a pas seulement des facteurs aléatoires, il y a aussi des choses précises. Donc, ça va être par exemple le nombre d'expositions que vous avez pu faire, comment vous êtes médiatisé, s'il y a une vente aux enchères, à combien est-ce que vous avez été vendu, ça vous donne en même temps un certain niveau. Donc ça, par contre, ce sont des critères très objectifs qui permettent de définir la cote d'un artiste. Donc c'est pas tellement aléatoire. Et puis les villes où est-ce qu'il expose aussi, il me semble que ça c'est très important. Pardon, les villes où est-ce qu'il expose. Bon, les galeries. Pas les villes, les galeries. En fait, moi, c'est plus dans les films. Alors, il expose à Berlin. Et puis les participations aux foires internationales aussi. Voilà, les foires internationales, les salons internationaux, ça élève sa cote. Donc c'est pas si arbitraire. Est-ce que vous pensez que l'État aujourd'hui fait ce qu'il faut pour aider l'art à avancer ? Je sais que l'État souffre, mais il faut qu'on en parle. Oui, je regardais les documents tout à l'heure, j'ai entendu l'État, ça m'a fait sourire parce que dans tous les domaines, on est emmené à les appeler, mais c'est normal parce que finalement, les acteurs de l'art paient des impôts. Participe aussi, et participe aussi à l'économie. C'est une économie. Là, si vous voyez les sommes que ça fait circuler, quand ça fait circuler de la somme, c'est quand même une industrie qui a de l'importance. Oui, l'État a son rôle à jouer. Est-ce que l'État peut s'améliorer, bien sûr, forcément. Je pense que encore récemment, le ministère de la Culture avait l'un des budgets les plus bas. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait revoir. On a tendance à minimiser un peu la force de la culture. Voilà, elle connaît le domaine, donc c'est un domaine
qui est un peu trop minimisé alors qu'il est super puissant, il est super politique, économique. Quand vous regardez des pays comme le Nigeria, par exemple, qui ont su saisir l'importance de la culture, vous voyez un peu comment ça a joué, même sur leur économie. Quand vous regardez le cinéma nigérian, quand vous écoutez la musique nigériane aujourd'hui, vous avez envie d'aller visiter même le Nigeria et vous avez envie donc d'investir dans ce pays. Du coup, je trouve qu'on minimise quand même la force de ce domaine-là, de l'art, de la culture. Et on gagnera en Côte d'Ivoire à faire un peu mieux, oui. Mais il y a un manque de rentabilité aussi en termes Enfin, tous les artistes aujourd'hui ivoiriens qui cherchent à exploser dans le monde, il y a quand même un manque de rentabilité. Moi, je sais que ma mère m'expliquait à l'époque que certains Européens qui venaient acheter des tableaux ici en Côte d'Ivoire, ils achetaient ces tableaux et repartaient en France les revendre. C'est-à-dire qu'ils achètent un tableau à Bassam à 20 000 francs, ils repartent le vendre à 500 000, à 1 million. Donc, qu'est-ce qui fait justement que ce n'est pas aussi lucratif? Est-ce que c'est une des raisons Déjà parce que le public ici n'est pas prêt à payer aussi cher que le public là-bas paierait. Souvent, on ne saisit pas la valeur de ce que nous-mêmes on crée. Et donc, on revient à l'éducation, c'est de nous-mêmes, entre nous ici, de s'éduquer pour qu'on comprenne bien la valeur des tableaux qui sont en face de nous. Puis il y a le niveau de vie. Les gens, parfois, honnêtement, ont d'autres priorités. Ils se disent pourquoi investir dans un tableau, une sculpture, quand j'ai besoin d'acheter mon pain ou mon huile. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a cette question-là qui existe. Mais aujourd'hui, ça a quand même assez évolué depuis le temps. Les gens commencent à comprendre un peu plus. La jeune génération qui est en train d'arriver, à laquelle on appartient humblement, je pense que je suis encore jeune, est une génération d'acheteurs potentiels. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de transformer. Mais ça reste encore une niche. Il faut qu'on s'ouvre. Et je pense que des médias comme le vôtre, qui donnent la parole à cette thématique, nous donnent de la force. Parce que nous, c'est vrai, on est beaucoup plus sur Internet, mais en termes de pénétration Internet, la Côte d'Ivoire, le taux est encore très bas et les gens à l'intérieur du pays, c'est la télévision qu'ils regardent, c'est les journaux qu'ils lisent, donc c'est très bien que vous en parlez pour que les gens soient vraiment touchés par la chose et que le domaine puisse évoluer. Marie, alors justement, on parle de permettre de démocratiser un peu l'art. On voit depuis quelques temps en Côte d'Ivoire, on a eu un musée à Bobo, à Bassam. On peut faire davantage pour pénétrer les quartiers qui sont peut-être moins huppés, avec des populations un peu plus modestes. Oui, on peut faire davantage. On peut par exemple organiser des festivals. Au Ghana, par exemple, on a le festival Chalwote, auquel j'ai participé. Voilà, qui est dans un quartier, Jamestown, qui n'est pas très... un quartier populaire. Un quartier populaire. Et donc, ça marche bien là-bas. Ça déplace énormément de gens. Donc, ce serait de créer ce genre de festival ici en Côte d'Ivoire, dans des quartiers populaires aussi, pour susciter l'intérêt. C'est-à-dire, là, c'est plus les gens qui iront à l'art, mais c'est l'art qui viendra aux gens. Donc, voilà. Et vous avez pour projet de le faire, justement, puisqu'on en parle? On peut dire ça, on peut dire que c'est pensé, donc on espère que ça va se réaliser très bientôt. Et des personnes qui ont envie d'embrasser cette carrière-là, il y a des gens qui sont à l'INSAC, qui regardent aujourd'hui, qui se disent « moi j'ai peur, hein. De toute façon on dit c'est pas rentable, j'ai pas envie d'embrasser cette carrière-là ». Est-ce que vous pouvez leur dire que dans 10 ans ça va changer, dans 5 ans ça va changer? Mais le domaine est déjà très bien. C'est même pas dans 10 ans, ils peuvent déjà se lancer. Il y a 10 ans, ils pouvaient tout se lancer. Après, comme tous les domaines, il y en a qui ont un peu plus de difficultés, d'autres qui en ont moins, ça dépend du contexte, voilà, du parcours. Mais s'il y a une école qui existe, donc l'INSAC, c'est que ça veut dire que le domaine compte. Ça peut être déjà un indicateur. Si vous êtes inscrit là, que vous payez la scolarité pour pouvoir suivre ces cours, c'est que ça compte, on n'investit pas comme ça pour rien. Donc il faut qu'ils croient en eux et qu'ils aillent au bout de la chose. Il faut qu'ils se construisent un discours parce que l'esthétique, c'est bien, faire quelque chose de beau, c'est bien, mais il faut avoir un message derrière, il faut avoir une histoire qui donne de la puissance à votre travail. Et c'est comme ça aussi que les gens auront envie d'investir. Donc c'est ce que je veux leur dire. Et d'ailleurs, en général, les artistes qui se démarquent, c'est ceux qui arrivent à parler de leur art et à bien l'expliquer. Exactement. Alors, il y a un débat qui a été engagé il y a quelques années sur le rapatriement de certaines œuvres d'art et historiques africaines. C'est un débat qui a lieu en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dans plein de pays du continent. Alors, je ne sais pas si vous avez une opinion particulière sur la question de notre capacité en tant que pays africain et en tant que système et nos lacunes infrastructurelles pour
récupérer nos biens et s'en occuper et les valoriser comme il se doit. Ouais. Alors, c'est une question déjà à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'il y a des implications tant politiques que diplomatiques et tout ça. Mais on peut aller d'un simple principe. Moi, en tant que juriste qui va venir dire « tout fait quelqu'un qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Waouh. C'est la base, 1382. C'est la base. 1382. Oui, c'est la base. Et donc, moi, en tant qu'Africaine, en tant qu'Ivoirienne, qui veut connaître ma culture, qui veut découvrir mon histoire, je ne trouve pas concevable de devoir aller, par exemple, en Occident pour entrer en contact avec des œuvres qui correspondent à qui je suis. Alors, allant de ce simple principe, moi, je dirais que voilà, c'est pas un débat, quoi. C'est pas un débat, c'est nécessaire. Maintenant, en termes de structure d'accueil, je pense que se poser cette question, là, c'est entre nous, mais quelqu'un en Occident qui poserait cette question serait un peu paternaliste, en fait. Comme le disait Felwine Sarr, qui a proposé un rapport, d'ailleurs, sur le sujet, je crois, en 2018, pour inviter à la restitution, au retour de nos biens culturels. Déjà, il faut savoir qu'en 2018, non, c'est plutôt en 2017 que le rapport a été énoncé, mais en 2018, notre ministère de la Culture, par la voix de notre ministre, a émis la volonté de voir à peu près plus de 148 biens culturels de notre patrimoine nous revenir. Donc on est dans cette démarche et on est en train de se préparer pour ça. Il a annoncé la création de musées, pas seulement à Abidjan, parce que vraiment, il faut qu'on décentralise. Tout se fait à Abidjan. Vraiment, 12 musées régionaux, un très grand ici, certainement à Abidjan, d'envergure internationale. Donc, on se prépare, on prend nos dispositions. On a fait une demande de ces œuvres-là. Notre priorité actuellement, c'est le tambour parleur du peuple ébrié qu'on aimerait recevoir. Donc, on sait ce qu'on veut. On connaît nos choses. Il faut qu'on nous fasse confiance. C'était avant ici. Donc, ça peut pourquoi ça ne peut pas revenir? Surtout avec le temps. Et puis on a de plus en plus de galeries et de musées. Donc, voilà, on veut récupérer nos objets. Et je pense qu'au niveau de l'Occident, ils sont aussi coopératifs. Donc c'est très bien, ça a commencé avec le Bénin et le Sénégal d'ailleurs. La Côte d'Ivoire est souvent citée dans les articles, dans les échanges. Donc on attend nos œuvres, on est prêt à les recevoir. On a hâte. Vous avez les artistes aujourd'hui, ils ont des difficultés. À part, c'est-à-dire un artiste aujourd'hui qui veut se faire connaître au-delà de Internet, au-delà des je veux dire... les réseaux sociaux non, pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire au-delà des expositions et tout. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire des expositions, il ne peut pas aller dans une galerie. Comment il peut faire pour se faire connaître? C'est-à-dire, alors qu'il est talentueux, il est super brillant. Il y en a plein en plus. Je te laisse répondre. Ok, enfin, aujourd'hui, moi je pense que faut pas jouer sans compter Internet, parce que c'est aussi un facteur très important. En temps normal, le moyen pour les artistes de se faire connaître, c'est de se faire repérer par des galeries d'art et de se faire exposer, et ainsi de voir leur cote monter au fur et à mesure. Mais quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, avec Internet, ils peuvent se créer leur propre plateforme d'exposition, on peut dire, commencer comme ça et petit à petit se faire connaître et ainsi intéresser les galeries même internationales. Je vais citer par exemple Peintre au bout, qui était de l'école des beaux-arts en Côte d'Ivoire, mais qui a été très démocratisé sur les réseaux sociaux Instagram. Et finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'il s'expose bien, même dans des galeries comme Louis-Simone Guérando et tout ça. Et les femmes dans l'art? Alors, on a vraiment une représentativité moindre, les femmes dans le domaine de l'art. Mais ce n'est pas seulement l'art. Hein. On a souvent parfois ce souci-là, mais pourtant on a beaucoup de jeunes artistes, ou même, beaucoup d'artistes féminines qui existent. Mais en termes de représentativité, exposition d'art, médiatisation, on les voit un peu moins. On y voit un peu moins. Est-ce que c'est pas dû à la famille, comme on dit, à cette idée péjorative qu'on a de l'art, qui n'est pas rentable? Souvent, parfois, il y a des agents qui ne vont pas vouloir investir sur une femme en se disant, sur la durée, elle peut tomber peut-être amoureuse, se marier, la charge mentale de la femme, elle n'aura pas beaucoup de temps, donc pas assez d'inspiration aussi pour investir. Donc il y a ces préjugés-là qui existent. Et puis, les femmes sont quand même éduquées à être un peu timides.
C'est vraiment mon point de vue. Timide, vraiment dans la réserve. On demande à une femme, quand on est petit déjà, ne sois pas trop wallé, calme-toi un peu. Une femme doit être... Voilà. Et tout ça, donc elles sont timides. Oui, mais par contre, quand on dit art, le fait qu'il y ait moins de femmes, c'est dans l'art plastique. Mais par contre, dans le cinéma, et tout, on a beaucoup de femmes. Alors que là-bas, on n'est pas timide. Effectivement, c'est vrai que... Donc je pense que c'est le côté art plastique. Oui. Et en plus, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez dit agent. Donc même dans l'art plastique, il y a aussi des agents qui sont à la recherche donc, de talents comme ça. Et qui... Vous avez des managers, je pense. Il y a aussi des managers, des agents et tout. Il y en a? Oui, ça existe. Donc, oui, c'est vrai, ça existe, il y a des agents. Il y a des agences. Il y a des agences de relations publiques et tout ça, des artistes, effectivement. C'est vraiment un gros secteur. C'est une industrie, il y a une vraie chaîne de valeur qui, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, est en train de bien se décliner. Moi, je pense qu'il y a peut-être moins de femmes, peut-être parce qu'elles n'ont pas peut-être le temps, en fait, de s'asseoir pour dessiner. Comme on parle de charge mentale. Parce que le côté timide, j'en doute. Parce que dans la musique, il y a énormément de femmes, dans l'architecture. Je pense que c'est le temps. Je pense que même... Enfin, là, c'est quand même, que ce soit la structure ou bien que ce soit la peinture, c'est quand même assez particulier. On livre quand même une part d'intimité qui peut être beaucoup plus subtile que le cinéma. Et je comprends totalement quand on dit... J'ai rencontré des femmes qui participaient à des concours et que je trouvais top, mais que je ne voyais pas médiatiser. Et quand je leur demandais « Pourquoi tu ne parles pas de ton œuvre? Pourquoi tu ne parles pas de ton travail ?» Elle me dit « Non, je suis un peu timide, j'ai pas forcément envie. » C'est ce qui ressortait. Et je me suis posé la question « Pourquoi c'est souvent les femmes qui répondent ça ?» Et je suis allée plus loin, mais je dis c'est un point de vue très personnel. Donc, je suis allée loin dans notre éducation pour dire oui, peut-être que on est un peu plus réservé, on ne sait pas forcément se vendre. Il y a cette humilité, cette fausse humilité qu'on nous a vendue quand une femme s'affirme, peut-être que ça fait prétentieuse. Ouais. Donc je parle vraiment de ce point. Et puis il y a le côté vraiment famille pour celles qui sont mariées, parce qu'elles ne sont pas toutes mariées. Mais il y a des artistes qui se démarquent avec une famille. Il y a l'exemple de Johanna Choumali, par exemple, qui se démarque très bien, donc c'est possible. On va y arriver. Je sais. Il y en a quelques-unes que je remarque et que j'aime bien, comme Karine Manson. Il faudrait que vous alliez voir sur Instagram, qui est très bien. Sa page. Karine Manson. Okay. Donc, petit à petit, Lily et Elodie, des femmes sont en train de monter, de se dévoiler. Voilà. La photographe aussi, Lila Gazelle. Oui, effectivement, qui est très bien. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, de nous en avoir appris autant sur l'art ivoirien et surtout sur le secteur, les dessous du secteur, parce que je pense que je ne savais pas que c'était aussi développé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Orphélie, merci Marie. Et vous surtout, depuis chez vous, ne bougez pas. On revient dans quelques instants après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes dans votre émission favorite, Les Femmes d'ici, et on parle de l'art aujourd'hui. Maintenant, Aurélie va nous parler d'un artiste qu'elle a découvert récemment. Et oui, comme tu as dit, on continue à parler d'art avec un artiste peintre qui a su tirer son épingle du jeu en faisant une peinture très spéciale. C'est de la peinture faite à base de poudre de café et de cacao, vous l'avez bien entendu. Regardez ce portrait de Ulrich Abbé, signé Karine Cassi. Cette pâte onctueuse n'est pas destinée au palais. Sa destination finale, ce tableau. Là, c'est de la colle direct d'EVA et je fais le mélange avec le café. Lui, c'est Ulrich Abbé, artiste peintre et graphiste. Sa particularité, peindre avec du café et du cacao. Et son amour pour ces deux ingrédients n'est pas fortuit. Le café, c'est une très grande histoire avec mes parents parce que ma mère consomme beaucoup le café. Ouais. Ma mère, mon père aussi. Donc à chaque fois, quand nous étions en famille, quand j'étais un peu plus jeune, et après le repas, maman faisait un gros bol de café comme ça qu'elle distribuait à tout le monde. Et quand mon père est parti à la retraite, lui et maman se sont mis à cultiver le café et le cacao. Donc ce sont eux-mêmes qui me fournissent le café et le cacao. Au départ, ils disaient le café coûte cher, donc pourquoi tu vas utiliser, tu vas gaspiller et tout. Mais après, quand ils ont commencé à voir la portée dans les journaux et tout, donc c'est eux-mêmes chaque mois, ils me font un colis. Cette technique peu ordinaire, c'est en 2015 qu'il commence à la pratiquer. Ses œuvres peu comprises ont du mal à s'écouler sur le marché ivoirien, mais elles sont très prisées sous d'autres cieux.
Généralement, quand tu fais de l'art assez abstrait, parce que nous sommes nombreux sur le terrain, comme on dit, quand tu fais de la peinture abstraite, les gens ne sont pas vraiment captivés et seuls les collectionneurs, les professionnels de l'art peuvent vraiment réellement prendre cela au sérieux. Donc après, j'ai été approché par certaines galeries, par certains collectionneurs qui ont voulu découvrir une autre facette de mon art. Donc j'ai fait une première exposition en Tunisie. Après, il y a eu l'exposition en Autriche, là où ça a eu vraiment du succès. Ici, bon, les gens n'achètent pas vraiment. Et ça fait qu'il y a plusieurs artistes qui ne vivent pas vraiment de leur travail, ne vivent pas de leur art. Et c'est vraiment dommage. Vivre de son art, c'est possible, à condition d'être un peintre de renom, selon Ulrich. L'art n'est pas encore développé ici. Il n'y a pas d'activité artistique dans le sens de la peinture, bien sûr. Il n'y en a pas vraiment pour permettre aux gens de pouvoir acheter à grand nombre, de pouvoir permettre aussi à l'artiste de pouvoir vivre. Parce qu'après, c'est ton domaine, c'est ton métier. Après, tu as une famille. Tu dois prendre soin aussi de ta famille et tout, donc il faudrait que tu puisses faire quelque chose qui peut te permettre de pouvoir t'occuper de toutes ces personnes-là. Monsieur Café compte bien continuer son bout de chemin, même si les plateformes de promotion de l'art sont peu nombreuses en Côte d'Ivoire. Monsieur Café. Monsieur Café, moi ça m'intéresse en tout cas, j'aime bien ses œuvres, c'est original. Ouais. J'aimerais bien voir mon visage avec du café comme ça. Ah, c'est vrai que ça pourrait bien donner. Oui, parce qu'il fait des portraits en plus. Absolument. Mais vous savez, c'est vrai, il y a des artistes comme on dit, qui veulent exploser, mais il y en a quand même des Ivoiriens qui ont explosé dans le domaine de l'international. Bien sûr. J'ai fait quelques petites recherches. On a par exemple, on parlait tout à l'heure d'elle, Johanna Choumali, qui est une photographe ivoirienne qui a explosé donc, dans le domaine à l'international pour sa série de photographies intitulée Abré sur la scarification des personnes. Donc vous voyez les images. En 2019, elle a remporté le prix Pictet, donc un prix considéré comme la récompense internationale la plus prestigieuse dans le domaine de la photographie pour le thème donc, de ces photos, donc, qui s'appelle « Ça va aller », qui a mis, on va dire, en avant le traumatisme vécu après les attentats de Bassam, qui lui a valu donc son prix. Il y a encore l'artiste ivoirien Aboudia, qui n'est pas très connu des arts du monde en Côte d'Ivoire ici, mais à l'international, ses œuvres se vendent à près de milliers d'euros. Il y a enfin l'artiste Touré Médéric aussi, qui est un ancien rappeur ivoirien, mais qui a explosé aussi, avec ses peintures dont le style unique trace est constitué d'un assemblage de journaux à base d'acrylique, de pastels, etc. Tout ça pour dire que l'art ivoirien est en plein essor. Je prendrais même encore, comme je disais, Lila Gazelle, qui est une photographe ivoirienne qui a fait une exposition ici. Franchement, les choses se développent bien et ce serait bien que, comme on dit, c'est bien qu'on mette en avant, en tout cas, ces artistes-là. Quoi. Et puis le talent, il est là, il existe, comme tu dis très bien. Merci de nous avoir appris de nouveaux noms. Pour celles qui ne connaissaient pas, avant moi, personnellement, je connaissais. Mais... Oui, je ne connaissais pas. Bon, les filles, on va arrêter de parler d'art au sens propre, en tout cas, et on va parler mode. La mode, notre type d'art. Bien sûr, non, c'est de l'art, autant pour moi. On continue à parler d'art, parce que c'est vraiment une émission axée, concentrée sur l'art. Et on va accueillir en plateau tout de suite notre petite experte dans le domaine, notre experte mode, Fonta Sidibé, dans la chronique Fashion Faux pas. Salut. Bonjour Fonta. Bonjour Fonta. Hello. Ça va? Toujours toute belle, comme d'hab. Toujours bien mise. Ça va. Elle connaît son travail. Alors, en te regardant, on sait qu'il y a... Enfin, où tu veux en venir, en fait, dans la chronique du jour. Bah, les cheveux, je sais non? pas. Ouais, c'est un truc avec les cheveux. Cheveux. Là, on dirait une déesse grecque. C'est vrai. Gentil. Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous embarquer dans le royaume des accessoires cheveux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était plus petite, on avait toujours des barrettes, des chouchous par-ci, par-là. Et malheureusement, on grandissait en abandonnant tout ça. Pourtant, les accessoires de cheveux restent un moyen efficace d'être à la mode et de rehausser sa tenue. En plus, c'est un moyen qui ne coûte pas grand-chose. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 tendances accessoires en ce moment
pour rester toujours à la mode. Donc, on va commencer par le foulard, qui est un classique, un indispensable. Mais pour casser ce côté un peu classique, on va aller vers de nouvelles couleurs, de nouveaux motifs ou de nouvelles matières comme la soie, l'organza et tout. Et il faut reconnaître qu'au-delà d'être un accessoire de mode, c'est quand même indispensable d'avoir un foulard pour camoufler les cheveux lorsqu'on a un bad hair day, lorsque les cheveux ne coopèrent pas. Donc, même si vous n'êtes pas modeuse, il faut quand même un petit foulard quelque part là, pour se dépanner de temps en temps. Donc, le deuxième point va un peu vous surprendre, les filles, mais les chouchous sont à la mode en ce moment. Il paraît, les chouchous. Oui, dans la tête d'Aurélie. Et pourtant, avant, c'était crime de lèse-majesté, les chouchous. Voilà, donc les chouchous sont à la mode et c'est un retour en enfance que moi j'adore, je crush carrément sur cette tendance. Et ça montre aussi que la mode a un éternel recommencement parce qu'à la base, c'est une tendance des années 80. Sauf qu'en 2021, on n'a pas le chouchou classique, tout petit comme avant. On va sur une version XXL avec de nouvelles matières comme l'organza et la soie, comme on voit en image. Sympa, ça. Voilà, de nouveaux motifs. Et c'est super pour celles qui aiment vraiment les chignons et les queues de cheval. Ça permet de rajouter un plus. Et puis, c'est toujours beau et élégant et c'est simple. La troisième tendance, vous pouvez le voir sur moi, c'est les serre-têtes. Et c'est aussi un retour en enfance, année collège, je pense, avec les serre-têtes colorées. Mais en 2021 encore, c'est une version XXL. Franchement, cette année... Tout est gros serre-tête. Voilà. On est vraiment en mode... Vu qu'en fait, les accessoires sont plus un détail, mais c'est vraiment la pièce maîtresse de la tenue. Donc, je pense qu'on a tous vu sur Instagram en mode perles, strass et paillettes. Et c'est très, très beau. Donc, n'hésitez pas à opter pour ça, version XXL, vraiment... pour mettre les cheveux en valeur ou une version beaucoup plus soft comme moi, mais ça reste toujours beau et élégant. Ça brille quand même. Hein. Voilà, brille, mais un peu moins, c'est pas un trop peu plus fin. Voilà. Moi, les serre-têtes à l'époque. Oui. Serrer la tête, tu vois, à un moment donné, ici, là, tu vois, oui, ça te et ça trace. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé des méthodes. Ils ont trouvé la bonne méthode, c'est bon. Voilà, donc la quatrième tendance, c'est les pinces et les épingles, qui sont à la base faites pour les coiffeuses, pour bloquer les mèches par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, on a les pinces version mode, version strass, customisées, strass, paillettes, bling-bling. Franchement, sur Instagram, les filles se lâchent et puis tu vois des têtes comme sur l'image remplies de pinces. Ça peut être too much pour les autres, mais... Ouais. Toi, tu recommandes... Voilà, je recommande 1-2 barrettes en passant. Ça aussi, c'est un peu années 90, non? Bien sûr, justement, en fait. Et ça montre que la mode, c'est un recommencement, en fait. Ou après, ça peut se mettre... il peut y en avoir plusieurs, mais il faut que la tenue soit très, très soft aussi. Si on justement, c'est ça. Je dis que maintenant, c'est la pièce maîtresse parce que tout va tourner autour vraiment de... Donc, on s'habille un peu plus sobre et puis on... Comme moi, j'ai une robe basique et puis l'accent est... Et pour toi, il n'y a pas de moment de la journée où il faut opter pour des accessoires de cheveux. C'est jour comme nuit, mais après, bien sûr, si on va dans une soirée, on va prendre des accessoires différents. En fait, ça va dépendre de l'événement. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. C'est très joli, en tout cas, c'est ça. Moi, j'aime bien. Oui. Merci beaucoup, Fanta. Merci, Fanta. Alors, mesdames et messieurs, l'émission continue tout juste après cette petite page pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la dernière partie de ce numéro des Femmes d'ici sur NCI. Ça va toujours, les filles? Oui. Ça va très bien. Après tout ce qu'on a dit là. Ça va toujours. Et d'ailleurs, chers téléspectateurs, on continue cette fois-ci en musique avec des coups de cœur qu'on kiffe. Et c'est dans le son qui met bien tout de suite. Alors moi, mon son qui met bien, c'est Sorry de José. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, moi je la connaie pas celle-là, non. Alors on peut mettre peut-être, mais le titre ne me dit rien. Oui, moi non. C'est son dernier là. Son dernier, pas mal. Dans le ding ding lee. On peut l'écouter? Et tu sais très bien que tu l'aimes. Vous avez un enfant, mais à cause des palabres tu es parti. Tout le monde a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Pas mal, c'est pas mal, effectivement. Mauvais fond des camarades. Ça veut dire genre, en fait, le gars, tu es fond du gars, mais tu ne veux pas, depuis là, tu ne veux pas. Tu dis à ton camarade que tu es fond des mecs, tu n'avances pas. Ton camarade, il passe par derrière, il récupère l'argot. Donc en fait, traite-la bien, quoi. Tu vois, non? Traite-la. Non, pas traite-la bien, il ne faut pas dinding, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter. Si tu veux quelque chose, il faut savoir au fond, il faut savoir où tu vas, tu vois. Mais cette partie qui me plaît le plus là, c'est tu ding dans le ding lit. C'est la partie la plus chic. C'est ta partie dans la chanson. Bon, alors moi, ma chanson est un peu moins, je pense, rythmée. Quoi qu'elle est rythmée, mais c'est plutôt en mode rumba congolaise. Ouais. Et c'est la dernière de... Je pense que c'est la dernière de Dadju et Fali, en tout cas. Oui. Ça s'appelle Un coup, je pense que vous la connaissez. Pourquoi? Non,
non, Anna, en fait, là, je te pose la question. Ça te rappelle quoi? En réalité, c'est plus que les paroles, ce qui me plaît dans la chanson, c'est la musicalité. Déjà, j'aime beaucoup la rumba. Je pense que qui n'aime pas Fally Ça n'a rien à voir avec le titre. Ouais, un petit peu, non. C'est plus la chanson, enfin, la mélodie qui me plaît. Et puis, j'aime beaucoup Dadju. Comme tu le sais, moi, de la famille Maître Gims Dadju, là, je choisis Dadju. Tu choisis Dadju? Oui, il n'y a pas photo. oui. Il n'y a pas photo. Pardon, je ne cherche pas à créer des... Vous aussi, vous mettez Gims, le patron. Alors, et toi, Hinda? Alors moi, c'est une chanson de Fatoumata Diawara, qui est une artiste malienne, et c'est une chanson qui s'appelle Timbuktu Faso. Et donc, vu que j'ai mes ancêtres qui viennent de Tombouctou, cette chanson me touche particulièrement. Et c'est vraiment, déjà la mélodie est incroyable, la voix de Fatoumata Diawara est juste extraordinaire. Et puis, je vous laisse apprécier. Oh, c'est beau ça, j'adore. Et c'est une musique que j'aime bien écouter quand je suis nostalgique, quand je suis mélancolique, quand je suis triste, ça m'apporte quelque chose, ça me réchauffe le cœur. Un peu de la malienne, comment elle s'appelle? Rokia Traoré. Oui, exactement. Donc voilà mon son qui me met bien aujourd'hui. Alors, moi, comment je dirais ça? Il y a un artiste français qui monte, qui s'appelle Taïk. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est le dernier, enfin, je pense que c'est son avant-dernier, mais avec VG Dream, c'est pour nous. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour nous. C'était loveuse, hein. Ah ouais, non, moi, franchement, je suis de l'ancienne époque de Joe, voilà. Donc du coup, là, c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on écoute et je sais pas, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'hésitais aujourd'hui entre ça et Comme toi, d'ailleurs, qui est son dernier. Et c'est vraiment ce style, j'aime bien ce style de musique, je suis très romantique. Ça a l'air très bon. C'est vrai que sa voix est vraiment très particulière et très... C'est vrai qu'il a une belle voix. Oui, il a une belle voix. Il est franco quoi? Alors, bonne question, j'en sais pas. Qui ça? Taïk, là? Taïk. Je sais que VG Dream, il est ivoirien, non? VG Dream est ivoirien. VG Dream est ivoirien, bien sûr, il vient même de Gagnoa. Il vient de Gagnoa. Je connais le gars. Je dis VG Dream est ivoirien. Tout le monde vient de Gagnoa. Tu sais, il a sa chanson quand il fait VG Dream de Gagnoa, oh, c'est lui. Je savais pas qu'il était ivoirien. Didi. Mais Taïk, par contre... Taïk, je sais pas, peut-être congolais. Congolais, moi je dirais non. On va Je suppose, mais on va arrêter de... On a fini avec l'art, maintenant on suppose dans la musique. Tout de suite, on va passer à la chronique décodée de Hinda. Yes. Bon, aujourd'hui les filles, on va parler composition florale. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'adore les fleurs. Et on a la chance quand même de vivre dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire et qui a une flore absolument extraordinaire et riche. Donc ce serait vraiment très dommage de ne pas en profiter et puis de s'en priver. Et donc aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection. On a tellement de choix que j'ai vraiment préféré sélectionner le meilleur rapport qualité-prix. Ok. Voilà. Donc on va commencer là, par exemple, on a des alpinias roses et des alpinias fuchsia et des alpinias roses. D'accord. Ou alpinias rouges, mais bon, moi je vois plutôt du fuchsia. On a des anthuriums et on a ici également de l'héliconia. Héliconia. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les fleurs qu'on retrouve le plus facilement à Abidjan. Moins cher ou Absolument moins cher. C'est-à-dire que pour les alpinias, par exemple, ça va varier entre 200 et 250 francs le prix. D'accord. Et par contre, ça va être les anthuriums qui risquent d'être un peu plus chers. Le prix risque d'être doublé, voire quadruplé dans les temps où ça manque. Voilà. Alors, donc, pour commencer... Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une composition florale? Donc, bien évidemment, les fleurs dont on vient de parler. Ensuite, il nous faut les deux accessoires indispensables, un sécateur et ou une paire de ciseaux. Voilà. Il nous faut également des contenants. Donc, qu'est-ce qu'on entend par contenant? C'est des vases. Et avec les vases, on peut vraiment avoir différents types de formes, de hauteurs, etc. Et pour celles qui diront, par exemple, je n'ai pas forcément de vase, c'est vrai que c'est assez accessible, mais malheureusement, moi, je n'ai pas de vase et je n'ai pas envie d'en acheter. Je peux même vous donner des petites astuces pour détourner l'utilité première de certains objets qui sont chez vous. Donc là, par exemple, moi, je sais que chez moi, j'aime bien ranger mes bouillons dans des petits bocaux. Regardez, qu'est-ce que j'en fais après. Ah, mais c'est vrai, Exactement. Donc, on enlève juste les bouillons
on met des fleurs, après on remet les bouillons. Et c'est-à-dire qu'on peut vraiment décliner ça avec différents types de contenants. C'est-à-dire que même, par exemple, ça, c'est une boîte pour ranger des spaghettis, enfin des pâtes. Et du coup, ça peut également devenir un vase pour fleurs. Exactement. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut marcher avec des bocaux, avec un saladier. Tout ce qui est en verre, en fait, peut être détourné. Même un verre à eau, tout bête, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Le verre voilà. à eau, d'accord. OK. Donc maintenant, une fois qu'on prend ces fleurs, la première étape, ça va être le nettoyage. Donc, on va prendre la fleur comme ça. Donc, ce qu'il faudra faire, en fait, ce serait vraiment déjà de la nettoyer très délicatement parce que généralement, il y a vraiment beaucoup de bêtes, etc., de petites choses qui ne vont pas. Et lorsqu'on va les couper, la meilleure chose à faire, en fait, ça va être de les couper en diagonale. D'accord. Comme ceci. Et en fait, pourquoi on va le faire comme ça? C'est pour que la surface soit la plus large possible afin que la fleur absorbe le maximum d'eau. Et du coup, elle tiendra beaucoup plus longtemps. On va dire que pour ce genre de composition florale, maximum 1 semaine. Donc ce genre de composition, en fait, vous permettront de tenir, on va dire, tout le mois. Donc on a des compositions, par exemple, là, on a des compositions avec 2 fleurs qui vont nous revenir à maximum 500 francs CFA. Donc si, par exemple, on veut juste une petite compo comme ça, mettre sur sa coiffeuse ou bien à l'entrée de la maison, par exemple, ça nous revient un petit budget comme 2000 francs CFA par mois. Est-ce que ces fleurs ont des particularités? Parce qu'il y a des fleurs, par exemple, qui attirent de bonnes ondes, il y a des fleurs qui attirent l'argent, il y a des fleurs qui... Pas forcément, c'est juste que moi, personnellement, quand j'ai une mauvaise journée, que je rentre à la maison et que je vois un joli bouquet chez moi, ben, ça me réchauffe le cœur et tout de suite, ça me met de bonne humeur. Ok. Voilà. Et puis, une autre astuce aussi, c'est que, par exemple, là, j'ai rapporté, en fait, un palmier areca. Cette variété s'appelle areca. Et c'est tout simplement... Enfin, des fois, on a besoin de les tailler. C'est-à-dire qu'on a des feuilles qui sont un petit peu mortes. Et la petite astuce, en fait, c'est qu'au lieu de les jeter, on peut les ajouter à nos compositions, comme je l'ai fait ici, en taillant tout simplement. Donc, ça permet non seulement de rafraîchir notre plante, mais de l'utiliser ensuite en composition florale. C'est joli, ça. Merci. Donc là, maintenant, il y a différentes variétés, c'est-à-dire que, par exemple, pour les alpinia roses, on peut prendre un contenant blanc. Le rose pâle et le blanc ressortent très bien ensemble. Il faut toujours prendre maximum 4 fleurs différentes ou on peut aller plus au-delà? On peut aller au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour ce type de vase-là, voici la composition qui est là. Si on n'a pas beaucoup de fleurs, on va les couper très courtes, de sorte à ce que la tige, en fait, ressorte, de sorte à ce que la fleur arrive en fait sur la tige comme ceci. Et du coup, vu que le diamètre n'est pas très grand, il va très vite se remplir. Alors que si on la fait plus haute, par exemple, il nous faudra quand même beaucoup plus de fleurs pour pouvoir remplir le vase. Donc, c'est un petit peu ça. Merci beaucoup, Inda. De rien. Alors, c'est très, très beau. Franchement, moi, je ne suis pas très fleur, mais là, je vois que c'est facile, c'est moins cher. Exactement. Et puis, voilà, c'est économique, quoi, parce qu'on peut utiliser ces petits vases à la maison et tout. Exactement. Il faut juste s'y mettre. Il faut juste s'y mettre. En tout cas, on va s'y mettre. En tout cas, moi, je suis bien où je suis là. Je pense que je vais sélectionner un bouquet de fleurs et puis je vais rentrer à la maison. Ça apporte quand même des bonnes ondes, je veux dire. Oui, c'est beau, c'est de la fraîcheur. Anna, tu peux continuer l'émission sans moi. Je suis bien là où je suis. Écoute, on va la continuer. Non, on va pas la continuer, on va la conclure l'émission parce qu'il est venu l'heure de rendre l'antenne et vous avez vu ces jolies fleurs, ces jolies compositions florales que Inda nous a proposées. J'espère que vous allez essayer chez vous. On se retrouve, nous, dès que possible, c'est-à-dire lundi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi, même heure, même chaîne, NCI. À lundi.